Merci Catherine pour cette lecture et ce remontage donc, de Image Text Music. On va à présent écouter Véronique Pittolo. Véronique, alors je ne vais pas faire sa biographie extensive parce qu'elle est fort longue et fort impressionnante, mais je dirais que Véronique, dans son travail, traverse elle aussi la littérature, traverse aussi les arts, traverse les figures mythologiques. Elle a travaillé, elle a pu écrire sur Hélène comme sur Shrek, et en faisant cela, elle rend ses figures et elle rend son écriture à la fois poétique, politique, critique. C'est ce qu'on voit notamment dans le roman qu'elle a écrit, je ne sais pas si tu voudras l'appeler roman, mais appelons le roman pour la cause, À la piscine avec Norbert, paru au Seuil en 2021, où de manière extrêmement drôle, elle traverse les relations homme-femme et de désir entre un homme et une femme, tout en parlant de la situation critique des femmes dans notre contemporain. Pour aujourd'hui, je crois qu'elle va lire l'extrait d'un nouveau texte. Elle a 2 textes en cours. Elle fait toujours des histoires de l'art, qui est une traversée de l'histoire de l'art occidental, avec comme point nodal, disons, Piero della Francesca. C'est une traversée voilà, très personnelle de l'Italie et de l'histoire de l'art. Et puis son deuxième livre en cours, c'est Insécurité sociale, une économie smartise. Mais ça, je le dirai pas. Mais c'est pas de cela qu'elle va lire, c'est va nous lire des extraits elle fait toujours des histoires de l'art. Bonsoir. Donc c'est un texte qui a une histoire tout court. En fait, j'étais allée en Italie, retournée en Italie, puisque j'y suis allée souvent, avec un ami il y a 5-6 ans, en Ombrie, et qui me disait tu devrais écrire un guide sur l'Ombrie, parce qu'il n'y en a pas vraiment en français. Bon, il y a la Vénétie, la Toscane, Rome, tout ce que vous voulez, Naples. L'Ombrie, ben, l'idée d'écrire un guide, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis je me suis prise à quelque chose comme ça, je commençais à prendre des notes quand même, sur l'Italie et sur mes souvenirs d'histoire de l'art, parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, et notamment avec Daniel Arras, comme professeur à Paris 1, et qui m'a fait découvrir l'art de la Renaissance, qui m'a toujours été familier par rapport à l'iconographie et aux narrations évangéliques, parce que j'ai, comme la culture française, j'ai été élevée dans le catholicisme, et le catéchisme, tout ça, et je vois ces images proliférantes, inflationnistes quand on va en Italie, de crucifixion, d'annonciation, de nativité et de résurrection. Et j'ai essayé de détacher mon goût esthétique, mon goût critique, et toutes les salades évangéliques que vous connaissez, qui ne font pas toujours du bien, surtout en ce moment. Donc voilà, en fait, donc Piero della Francesca, vous connaissez, je suppose. Donc je vous montre la Madonna del Parto. Ça, c'est la Résurrection, qui est un tableau immense, qui est très, très impressionnant, qu'on prend comme ça dans la figure, parce qu'il est dans une petite chapelle à Borgo San Sepolcro, petit village de Ombrie, où Piero a séjourné en fait toute sa vie. Il a très peu voyagé, un petit peu à Florence, au début de son apprentissage de la peinture. Et comme le tableau est dans un petit espace, on le prend dans la figure comme si vraiment on était, je sais pas, dans une salle de cinéma avec très peu de recul. Et c'est assez impressionnant. Pour plein de raisons que j'essaye de décrypter d'une manière comme ça personnelle, dans mon rapport à l'art, à la littérature, et aussi à leur rapport critique à la religion, à l'imposture et à l'hypocrisie, notamment, je parle du christianisme et du catholicisme plus précisément, et de son, ça va plaire à Stéphane Bouquet, de son hypocrisie par rapport à la sexualité, notamment. Donc voilà. Dans Monsieur Smith au Sénat, Jean Arthur, agenouillé, soutient la tête de James Stewart dans la posture d'une pietà.
vision raccord à Michel-Ange. Le personnage mute, casting, change de plan, yeux de Pierrot ne bougent pas, je me déplace. À l'époque du montage alterné, la position du Christ, une jambe en l'air, eût été intenable. J'applique à la peinture la magie du cinéma, dispositif. Sachant que James Stewart n'est pas le Christ, d'accord, qu'il n'est pas nu après 3 jours d'obscurité, boîte de nuit, Vincent, tombeau, j'alterne entre mouvement et fixité, donc je me déplace. À l'origine du cinéma, il y a la photo, et bien avant la photo, la peinture. Et avant le Christ, il y avait Adam et tout le chaos avant les monothéismes qui foutent la merde d'ailleurs. Donc les premiers héros dans le polythéisme et même bien avant étaient issus d'un magma originel. Ereb, la nuit précède le jour, Nyx, Nyx Y, hein, pas I. Entre les deux, le sommeil des enfants qui ne craignent pas l'insomnie, n'ayant pas de problème d'adulte pour le moment. Freud proposera une grille de compréhension au bien-être des enfants, aux œuvres, à l'angoisse prolongée des adultes. L'histoire de l'art est une psychanalyse. Une jeune activiste m'affirme qu'aujourd'hui, le féminisme remplace la psychanalyse. Je veux bien. J'interroge le message de la Vierge, conception immaculée. Ensuite, les enfants pourront se rendormir. Alors Nyx, il a d'abord couché avec son frère, Stéphane. Donc son frère s'appelle Ereb. Ils ont engendré le jour, la beauté du matin et la clarté du ciel. En mythologie, l'inceste était légal et on n'en faisait pas tout un plat. Nyx a ensuite donné naissance à 2 jumeaux, Hypnos et Thanatos, à une époque où la mort n'était pas terrible. J'identifie mon personnage. Pierrot.com, ça ne marche pas. Je recommence. Florence, 1440, c'est mieux. 1440, Florence, Ponte Vecchio. Le peintre descend les pâturages vers Sauges, derrière l'empereur paléologue. Il reproduira cette vision, pont, cortège, byzantin juché. La jument précédant la pouliche, grand empereur, petit peintre. Les visages sont pourpres. Le crépuscule ne cesse de descendre lorsque la foule s'écarte. Comme au cinéma, j'interpelle le spectateur, trop grand devant moi, qui m'empêche de jouir du film. J'ai raté quelque chose. L'empereur est passé. J'imagine les manches, les collants rouges, mais l'homme complet de 1440, impossible. Sa présence à Florence, le 12 septembre 1439, est certaine. Il retire de l'argent sur le chantier de Sant'Egidio. Je retire 40 € distributeur HSBC, sachant que cette banque est impliquée dans le blanchiment, mais je dois payer mon dépanneur. Mon relevé bancaire est l'équivalent des livres de compte de la Renaissance. Grâce à sa situation financière, on sait que quelqu'un a existé. Roberto Longhi, c'était un historien d'art, célèbre historien d'art, prit des libertés avec l'histoire de l'art, insistant sur l'idée que Florence n'avait pas su voir le génie de Piero. La polémique est devenue stérile quand on se demanda si l'œuvre s'inscrivait dans l'héritage de Veneziano ou de Masaccio. Dès qu'on porte un nom en haut, toutes les approximations sont permises. Del Castagno, Veneziano, Masaccio, Pitolo, Masolino. J'aurais pu être avec Masolino. Donc, ça ne résout pas le problème de la résurrection qui, le ressuscité, ne me permet pas de discerner le bien du mal. Et la lecture de Nietzsche, pourtant je relis Nietzsche tout le temps, très souvent, ça ne marche pas, c'est inutile. Les grandes théories et les monuments embellissent nos vies pitoyables. Mal de dos en voiture, panne,
guerre. À 16h, la canicule augmente. Pas de dépanneur, je poursuis mon biopic. En 1482, Piero confie à Guidobaldo da Montefeltro son traité de géométrie. Il précise qu'il se sent vieux. Je mets en pièces une autofiction en morceaux. Est-ce lui, l'homme au ton vert, rose, qui colore les prés comme les joues des enfants? Le 12 avril 1459, il est payé par notre sainteté, le pape. Contrairement à Léonard, qui notait le dessin d'une plante, Piero ne tient pas ses carnets à jour. Je dois m'en remettre au cadastre, au livre de compte avec 400 ans de retard. Colline frêle, arbre beige. Le musée ferme. Les visiteurs s'éclipsent. Ils auront peut-être ce soir une attaque, un coup de chaud, pendant que les œuvres brillent encore, un pied dedans, une jambe dehors, le triomphe de Piero. Les œuvres acquièrent une beauté supplémentaire de siècle en siècle, mais nous vieillissons, nous le remarquons dans le regard des autres, que nous sommes moins beaux, plus ternes, nous vieillissons, mais les œuvres embellissent. Le Christ cryogénisé conserve sa fixité, fraîcheur, pendant que nous roulons sous la canicule, menace de crevaison. Un bébé ficelé, dans la queue du Palais Pitti, n'est pas prophète. Régulièrement, quelqu'un vient sauver l'humanité qui n'en a pas besoin. Un bébé, un petit kangourou. Les hommes se lèvent, se couchent, travaillent, sont licenciés, travaillent, se couchent et meurent. L'humanité fonctionne comme ça, sans prophétie. Le salut est assuré quand aucune panne ne vient perturber le parcours. De Florence à Arezzo, plusieurs crevaisons. Lorsque le but est atteint, on meurt et quelqu'un vient vous remplacer. Les enfants ficelés sont-ils des promesses d'avenir? Le nourrisson de Judée, le bébé panier, Moïse, ou le jeune Piero dans les bras de sa mère, Francesca? J'achète une Pietà à 5 € en résine, prophétie miniature. Devant le Vatican, le pape ne propose aucun miracle. La canicule transforme les pèlerins en martyrs. Je range ma vue du Colisée, ma petite Pietà dans une boule de neige. Ces objets posséderont une valeur de souvenir réduit. Entre le porte-bébé kangourou et le postiche d'Abraham, que choisir? Je tombe dans les enquêtes vulgaires, les problèmes de consommateurs. Abraham a voulu sacrifier son fils, il ne l'a pas fait. Comment lui faire confiance? Sa barbe ne vaut rien. J'observe les barbus trentenaires dans les bars branchés de Rome, start-upers proliférants. La social-démocratie vacillante produit un poil plus court que le judéo-christianisme. Je ne comprends rien. Fils d'Abraham ou fils de Dieu, il faut bien une origine. De la barbe ou du cheveu, toute filiation doit avoir une origine. Les hommes souffrent. Bon, ils ont tué un fils, ceux-là. Ok. Ensuite, ils culpabilisent. C'était leur fils unique. Le mystère demeure. D'où vient la souffrance des hommes? Je cherche les traits de Joseph dans Jésus, je ne les vois pas. Parmi les bébés expérimentaux, le prophète éprouvette a construit une affaire prospère. L'Église, l'art chrétien, la manif pour tous. Piero croyait en la géométrie, ordre divin, mais on ignore comment il passait ses fins d'après-midi une fois la peinture sèche. Esquissée au XVe siècle, la théorie du moment favorable est encore valable aujourd'hui. Petite place, 18h, 19h, apéritif. Saint-Zano, les jeunes Italiens tournent en rond, Vespa, jambes nues. Je me figure un personnage que je n'ai jamais vu en vrai. Si une peinture est plus ou moins vraie, parce que la vie y entre plus ou moins, qu'en est-il dans le cas de Piero? De ses amours qui est entré dans son œuvre, nous ne le saurons jamais. Ce qui de tel visage est le reflet d'un sentiment, non plus. Ce qui constitue Piero, à une époque où les papes ont une sexualité active, nous l'ignorons. À quoi ressemblait une vraie jeune fille Renaissance à côté
côté d'une fausse vierge. De Dante, nous avons Béatrice, mais de Pierrot, nous n'avons personne à qui nous raccrocher. Quel fut son lien avec le motif à une époque où dire sur le motif était impossible? J'envisage sa palette parmi les hirondelles, sous le vent du douanier Rousseau, décor planté, géométrie, colline beige. Dans ses archives, aucun carnet, pas de croquis, tandis que Picasso dessinait une corrida la veille de la fête pour avoir de quoi payer l'entrée le lendemain. L'attirail du peintre en plein air, sabot crotté. Pierrot ne l'a pas connu. Recueilli d'ateliers dedans, plutôt qu'excité du motif dehors, il a simplement observé les pourpoints de l'empereur, cavalier juché, Florence, Byzance. Nous ignorons s'il appréciait l'odeur de térébenthine, contrairement à Duchamp, alors qu'il ne l'aimait pas du tout. Il y a aussi, je vous ai montré ces images, mais il y a aussi la figure de l'empereur Constantin allongé, couché, dormant et avant son rêve, voilà, qui a aussi causé pas mal de problèmes par rapport à Rome et au début du christianisme occidental, et qui est aussi un personnage intéressant que j'aime beaucoup, qui est peint par Pierrot. Donc je recense mes découvertes. 1. Pierrot ne confond pas le manifeste et le latent, il peint un homme qui dort, en pleine conscience. 2. L'architecture du dormeur est fragile. Malgré les certitudes du géomètre, le carton ploie. 3. Le récit du rêve donne « Je voudrais voyager en mer » que le psy traduirait par « croisade, impérialisme, patriarcat ». Rêvait-il de voyager depuis sa Toscane printanière et paisible? Croyait-il à la guerre totale, à l'Italie comme première puissance mondiale, avant l'Amérique et bien avant la Chine? Autre possibilité, 1. L'empereur Constantin porte une chemise de nuit. 2. Pierrot aime cet homme. Un soldat. Un garçon. Tous les hommes. D'où homosexualité jamais élucidée. 3. On ignore s'il a aimé une femme une fois dans sa vie, hormis Marie ou sa mère. L'historien d'art ne prend pas en compte ces anecdotes de comptoir, mais moi, si. Malgré les caprices de l'histoire et de l'histoire de l'art, des invariants persistent. Le Marat de David, Résurrection manquée, est une scène de crime. Le Christ fut assassiné par un peuple, Marat par une femme. Que faut-il en déduire? De la bassine à la baignoire, mon enquête piétine, évacue la coquetterie, turban Rembrandt sur la tête de l'ami du peuple. J'envie la palette des peintres, le désordre, qui permet de détruire la peinture, la figure, Capharnaüm, Bacon. Ce désordre envié par les écrivains, foutoir. Le chantier de Pierrot devait l'occuper nuit et jour, un fichu sur la tête, ses pochoirs, ses pinceaux. Certaines personnes pensent que les peintres ont un air fou, d'autres croient que ce sont des gens normaux et très conscients. Francis Bacon a détruit l'art de Pierrot qui a tenu le choc. Le Toscan a résisté à l'Irlandais. Beckett fait dire à Estragon « Tu crois que Dieu me voit ?» Il reçoit le prix Nobel pour cette minuscule incertitude. Rentre chez lui, on n'en parle plus. Quand on attend trop longtemps, rien n'arrive. Je dépose mes bagages jusqu'à la prochaine station, Sainte-Véronique. Pierrot n'attendait pas que la lumière tombe. Elle se déposait clair sur chaque visage. Les enfants désirent la lumière pour s'endormir. Inquiétude légitime du petit narrateur de bonheur, dans une angoisse blanche, baiser maternel reporté. La silhouette relâchée de l'enfant empereur Constantin possède quelque chose d'intact, des joues. Dans l'angle du lit, la lueur vacille. Elle s'éteindra au petit matin, le fameux jour J. À quoi a servi Marie dans le triangle d'amour divin? Dieu, le Saint-Esprit, le petit Jésus. Bon, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Les prêtres aiment les enfants. Les fidèles font confiance aux prêtres.
Il arrive qu'un homme d'église aime tellement un enfant qu'il lui demande de se déshabiller. L'enfant ne comprend pas, le prêtre étant normalement au niveau de Dieu. L'enfant ne comprend rien. Pendant des années, incapable d'imaginer un Dieu sexuel, urine, sueur, sperme, il aura du mal à s'exprimer. D'où le témoin de 68 ans sur France Culture et son traumatisme de colonie de vacances. La virilité érigée du Christ aurait dû constituer un premier pas vers une sexualité assumée des prêtres, une sexualité heureuse. Mais non. On a séparé le sexe du reste des vêtements, le sexuel du désir de Dieu, c'est dommage. Le désir est apparu sur le visage des saintes, en pamoison, sous la soutane du curé bandant, un petit garçon sur les genoux, lequel ne comprend pas ce qui lui arrive. Les peintres n'avaient pas anticipé un tel dérapage, ni Pierrot, ni même Caravage. Je fais un saut par rapport à tout manuscrit, et là c'est la fin, c'est la fin du texte. Quand nous sommes heureux, nous ressuscitons. Après une transformation latente dans nos vêtements, nos gestes, nous ne sommes plus tout à fait comme avant. Impossible de dire où sont nos jambes, nos bras, tendus vers le bonheur. Je cherche l'équivalent climatique d'un été toscan à thermostat constant, le bleu de la Vierge inusable depuis Pierrot. L'équivalent thermique du terme heureux ou plutôt paisible, n'exagérons rien. Une journée stendhalienne qui me ferait oublier les pannes de voiture, mes idéaux dégonflés. L'instant idéal, face à la Madonna del Parto, Madame Francesca, je le cherche encore. Et alors ça, c'est une petite citation de Chet Baker, My Funny Valentine, où il dit « You are unphotographable ». On ne peut pas te photographier. Tu n'es pas photogénique, mais tu es mon œuvre d'art préférée. Ta silhouette est inférieure aux formes grecques. Ok. Ta bouche, un peu faible. Bon. J'en déduis que Pierrot fut mon contemporain ultime, non genré. De Marie à Funny Valentine, il contribua à ma résurrection. Merci. Il y a encore, c'est pas tout à fait fini. Désolée. J'ai parlé de Duchamp qui en avait rien à faire de la peinture. Il a quand même commencé par la peinture, mais après il a détesté la peinture, comme vous le savez. Et hier, par hasard, j'étais au Centre Pompidou, il y a le prix Marcel Duchamp qui récompense des artistes, des jeunes artistes. J'ai rien compris, il y a eu 4 artistes, je crois, qui ont été nominés cette année. Enfin, donc j'ai regardé comme ça en traînant. Et à un moment, il y avait une vidéo avec des grands ensembles et des personnes âgées, balmusettes, comme ça, qui dansaient un mambo, un tango, et je trouvais ça vachement beau. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire écouter. Ça a rapport avec... bon, déjà, ça parle de Duchamp, moi je parle un peu de Duchamp, ça a rapport avec les joues roses. C'est très, très, très désuet. Reçu tant de fleurs qu'en ce jour de fête, des roses, mais les plus belles me viennent de toi. Merci pour tes fleurs, je les ai reconnues parmi tant d'autres. Si elles m'ont fait mal, est-ce leur faute? Tes roses rouges m'ont parlé d'amour. Merci pour tes fleurs, merci des souvenirs qu'elles m'apportent. Mais puisqu'en nous les illusions sont mortes, pourquoi tourmenter mon cœur en ce jour dans ces roses divines? Quand tremblant je respire, fuyant les épines d'un passé qui déchire, c'est le bonheur qui saigne à la fin d'un beau règne.
mère aussi pour étonnant, elle m'ont fait mal et plaisir quand même, amère et douce comme un poème. Terre rose rouge m'ont parlé d'amour. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je peux faire une petite annonce? Va, j'en ferai moi-même. Non, je voulais annoncer un livre qui est sorti la semaine dernière, un livre de femmes, pour les femmes, mais que les hommes ont le droit de lire, je crois, qui s'appelle Ménopause, d'Elisabeth Jacquet, aux éditions Les Petits Matins, et avec une très jolie couverture rose, avec des fleurs. Et voilà, donc Ménopause, d'Elisabeth Jacquet, ça vient de sortir au Petit Matin. D'ailleurs, elle est là par hasard. Tu veux dire? Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Catherine. On a eu Prince avec Catherine, on a eu des danses comme ça qu'on aurait pu improviser d'ailleurs pour terminer la soirée, mais libre à nous. Je veux terminer donc cette lecture en disant que il y a des choses qui se passent la semaine prochaine, notamment Stéphane, c'est vrai qu'on a beaucoup cité ton nom si tu es encore là pendant cette lecture, mais Stéphane Bouquet et Liliane Giraudon feront un événement à la maison ou participeront à un événement à la Maison de la Poésie mardi soir dans le cadre d'un colloque festival, on ne sait plus trop comment l'appeler, mais disons colloque festival zigzagué poésie et cinéma que je co-organise avec Sally Bonne, Philippe Fauvel et Pierre Eugène. Et mardi, donc ça c'est mardi, mercredi il y aura une journée tout entière à la Maison de la Poésie consacrée à la critique, donc critique poésie cinéma, le 22 au Centre Pompidou, donc c'est le mercredi suivant si la grève, si la grève nous laisse entrer dans le centre, il y aura un événement autour des fantômes et du cinéma. Voilà. Et puis vient de paraître un numéro des Cahiers du cinéma de novembre dans lequel donc, mes camarades et moi avons concocté un dossier des poètes divers et variés écrivent, dont Stéphane Bouquet, tu es le poète le plus cité ce soir, ça ne nous étonne pas, mais Liliane Giraudon, Suzanne Doppel, Sandra Moussampès, Muriel Pic et d'autres encore. Donc voilà, il est dans les kiosques. Et puis notre prochaine lecture sera, quand elle sera, j'en oublie la date, mais c'est en décembre. Stay tuned. Ce sera mercredi 6 décembre. Voilà, merci Olivier. Mercredi 6 décembre, c'est moi qui l'organise, donc je devrais savoir la date, mais voilà. Et nous aurons la joie d'accueillir Cole Swanson, Biswamet Devidi, et puis deux auteurs coréens qui écrivent en français et en coréen, qui viennent d'être publiés par les éditions de l'Usage. Donc voilà, ce sera le 6 décembre, et puis plein de choses poétiques et donc du cinéma. Merci à vous d'être venus. On vous engage à boire et à manger. Merci.